C'est un plaisir de vous retrouver dans ce tout nouveau décor. Pensez pour mieux vous présenter ce qui fait l'actualité, car si le Bénin change, sa télévision aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, un rendez-vous inédit qui promet de faire vibrer Cotonou au rythme de l'humour sous toutes ses formes. Pour la toute première fois, la capitale économique du Bénin se transforme en capitale du rire. Le Cotonou Comedy Festival démarre demain et vous le verrez, il s'annonce comme un show XXL avec une vague d'humour prête à déferler sur la capitale. C'est un choc électrique, une reprise sous de meilleurs auspices alors que le championnat féminin effectue sa mue. La nouvelle saison s'annonce comme la plus compétitive de ces dernières années. En première affiche de grand niveau, Aïe Non-Vi FC qui croisait les crampons avec Sam Nelly, la tenante du titre. Et puis hors du Bénin, une accélération frisant l'étonnement en Guinée-Bissau. La junte au pouvoir a dévoilé hier un nouveau gouvernement. Pendant ce temps, on se dirige vers un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, alors qu'en France, l'Élysée annonce une rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Démarrons d'abord par cette visite qui fait vibrer les murs du patrimoine panafricain, un moment fort, presque cérémoniel, où culture, pouvoir symbolique et diplomatie se sont rencontrés. La grande chancelière des ordres nationaux et présidente en exercice de la conférence des grandes chancelleries francophones a clôturé son séjour à Dakar par un tour au musée des civilisations noires. Vous le verrez, la grandeur africaine est dévoilée à Mariam Chabi-Talata dans ce lieu où s'entrecroisent héritage, récit et lutte d'un continent qui continue d'inspirer le monde. Sur ses traces, Koudos Abdoulaye. Institutions et prospérité des nations, c'est autour de ce thème que s'ouvre Première halte où la délégation s'immerge dans le berceau de l'Afrique. Un espace où fossiles, reconstitutions et archives rappellent l'origine commune de l'humanité. La visite s'est poursuivie dans le compartiment dédié à l'école William Ponty, institution emblématique de la formation des élites africaines. L'espace raconte une aventure intellectuelle qui a marqué l'histoire politique, sociale et culturelle du continent, dans lequel on retrouve les empreintes d'un enfant du Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui. Enfin, la délégation a découvert les galeries consacrées aux arts africains où sont exposés tableaux, parures et objets rituels, chacun témoignant du génie créateur des artistes du continent. La vice-présidente s'est attardée devant plusieurs œuvres, soulignant la richesse et la diversité des expressions artistiques africaines. Une visite éclairante, chargée de mémoire. En quittant le musée, la délégation a salué un lieu qui, loin d'être un simple espace d'exposition, s'impose comme un véritable pont entre passé, présent et avenir. Et de Dakar, retour à présent à Cotonou avec une interrogation. Comment les institutions peuvent-elles soutenir la croissance et surtout améliorer le bien-être des populations? Le gratin des têtes pensantes de l'économie béninoise s'est réuni pour examiner le rôle des institutions dans le développement du Bénin. C'est à l'occasion des 6e journées scientifiques de l'économie béninoise avec en invité de marque le père de la pensée d'une approche institutionnelle du développement économique, prix Nobel d'économie 2024. Reportage Estelle Pazou, Ernest Tetego. Institutions et prospérité des nations, c'est autour de ce thème que s'ouvre les 6e journées scientifiques de l'économie béninoise. Ici, chercheurs de 15 pays africains et de la diaspora, décideurs et partenaires posent une question simple mais essentielle. Comment les institutions peuvent faire bouger le développement du Bénin? Les nations qui prospèrent durablement sont celles qui parviennent à relever le défi de la bonne gouvernance et à bâtir des institutions solides, capables de réduire les inefficiences, d'assurer la stabilité et de promouvoir le bien-être collectif. Au Bénin, les réformes institutionnelles initiées depuis 2016 ont renforcé la gouvernance avec des résultats concrets observés,
dans de nombreux secteurs. Cette année, les discussions prennent une dimension exceptionnelle avec la présence du prix Nobel d'économie 2024, James Robinson. Ses recherches centrées sur l'évolution des institutions et leur rôle dans le développement des pays en font l'une des références mondiales du domaine. Il est à Cotonou pour participer aux échanges et assurer la conférence inaugurale. Il a essayé de montrer une certaine hiérarchie entre les institutions, comment les institutions politiques influencent les institutions économiques et les institutions économiques influencent les résultats économiques. Pour prendre un exemple simple, si on veut voter un budget, on a besoin du Parlement. Le Parlement est une institution politique et c'est ça qui va déterminer le budget et c'est le budget qui va déterminer l'économie. Donc c'est extrêmement important quand on parle des institutions et surtout leur relation avec le développement. Ici, on ne débat pas pour débattre, on cherche des solutions. Ces journées se veulent d'ailleurs plus qu'un cadre de réflexion. Elles sont un espace de proposition pour renforcer les institutions et accélérer le développement du pays. Les discussions continuent en attendant des pistes concrètes pour éclairer les politiques publiques. Voyons maintenant la présentation du budget 2026 des ministères et institutions de la République pour dévoiler leur futur. En chiffres, en ambition et en promesses, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises était face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, tout comme le président de la RAC et celui de la Cour suprême. Le point avec Viti Sarouret dans cet élément. Les priorités du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi au titre de l'année 2026, ainsi que d'autres actions envisagées, portent son budget à 19 milliards de francs CFA. Ce département ministériel entend renforcer les réalisations en cours et continuer l'opérationnalisation des réformes. Les programmes phares, les programmes bien établis, bien connus comme le PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui a été lancé il y a quelques années, qui a fait ses preuves avec déjà plus de 10 000 jeunes insérés, va s'intensifier. Vous savez qu'à travers le PSIE, c'est près de 2 000 jeunes chaque année que l'Agence nationale pour l'emploi a pour objectif d'insérer, puisque le gouvernement a rendu les ressources irrelatives disponibles avec une incidence financière de plus de 6 milliards qui sont versés comme salaire à ces jeunes allocataires ainsi que le paiement de tous les accessoires liés à ces salaires-là. Les présidents des institutions de la République ont également présenté le budget de leur institution au Palais des gouverneurs. Pour l'année 2026, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication bénéficie d'une cagnotte de 3 milliards. La HAC est une institution républicaine qui s'occupe de la régulation des médias. Les grandes lignes de son budget servent au fonctionnement et à quelques petits investissements. Donc c'est comme d'habitude, nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques %, mais la HAC n'a pas perdu du pouvoir d'achat. Les prévisions budgétaires de la Cour suprême en 2026 sont en grande partie consacrées aux dépenses en personnel à travers, entre autres, le renforcement des capacités des membres de la haute juridiction et la dématérialisation des procédures et actes. Le montant du budget prévu, et qu'en tout cas le président a défendu, est de 4 milliards 318 millions 507 581 francs. Il est en légère augmentation par rapport à celui de l'exercice 2025. Le passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire du Parlement a pris fin. Les regards sont désormais tournés vers l'examen et l'adoption du projet de loi de finances exercice 2026. La plénière qui va s'y consacrer est annoncée pour le 4 décembre 2025. En attendant cette date, c'est une rencontre où la science tente d'éclairer ce que les sociétés peinent parfois à trouver. Les journées scientifiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou ont pris une nouvelle dimension les jeudis et vendredis derniers. Pour cette 3e édition, des chercheurs venus des universités du Bénin, du Togo, du Cameroun et même d'autres pays se sont réunis autour d'un thème aussi profond qu'actuel, la vulnérabilité à travers le prisme du droit et de la science politique. Olviga Messon a Filalou Tchalidji pour le reportage. De nombreuses personnes dans la société voient encore leurs droits fondamentaux bafoués
en raison de leur situation de fragilité. Lorsque vous prenez par exemple nos trottoirs, c'est les vendeuses de divers qui occupent allègrement ces trottoirs-là. L'handicapé visuel pour se déplacer, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a un droit qui se trouve être bafoué. La protection des droits des personnes vulnérables constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement béninois. Une préoccupation à laquelle la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou souhaite apporter sa contribution. Il est normal qu'en tant qu'unité de formation et de recherche de l'université, nous puissions nous saisir de ces questions-là et voir comment est-ce qu'on appréhende ces questions-là en droit et en sciences politiques, à travers le droit civil, à travers le droit constitutionnel, à travers les politiques publiques. Comment est-ce qu'on peut faire des recherches, comment on peut trouver des voies et moyens pour convoquer l'intelligentsia à aider les gouvernants publics à trouver les solutions meilleures afin d'aider les couches vulnérables. Plus d'une cinquantaine de communications seront publiées et éditées afin de servir de référence au pouvoir public. De quoi contribuer également à améliorer les méthodes d'enseignement du droit dans les universités. Et pendant que la science s'applique pour améliorer la condition des personnes vulnérables, arrivera-t-elle à trouver un traitement pour éliminer complètement le VIH de l'organisme humain? Pour l'heure, aucun remède officiel de trouver. Demain, 1er décembre, c'est la 37e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour l'heure, les conscientisations ne s'arrêtent pas. Et cette fois, les apprenantes et apprenants des écoles primaires publiques et privées du Mono et du Koufo ont été sensibilisés sur les comportements à risque à travers un jeu concours de production culturelle dont l'issue est désormais connue. Le détail avec Samirat Chabimane. Précocité des rapports sexuels et les maladies opportunistes impactent sur ma famille, ma santé et mon éducation. C'est le thème du jeu concours de production culturelle organisé par le programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et épidémies du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. À travers cet exercice, vous êtes désormais les ambassadeurs de notre cher pays auprès de vos pairs. Ambassadeurs pour les sensibiliser par rapport au comportement responsable. À travers la ville de la Cité de l'Espérance, apprenantes et apprenants de 12 écoles primaires publiques et privées des départements du Mono et du Koufo ont paradé pour donc célébrer par anticipation la Journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. Nous sensibilisons les enfants pour qu'ils fassent beaucoup attention à tous ceux qu'ils rencontrent et qui leur font des promesses pour abuser d'elles. C'est l'école primaire publique d'Akokonawa, dans la commune de Bopa, qui remporte ce concours de production. Les nouveaux ambassadeurs repartent avec des fournitures et matériels scolaires, des enveloppes financières et des attestations de participation. Et pendant ce temps, à l'École nationale des officiers, bataillons et régiments vont désormais répondre au commandement du lieutenant-colonel Georges Povirin. Il est officiellement installé dans ses nouvelles charges au cours d'une cérémonie de prise de commandement empreinte de solennité sur le site provisoire de l'école Sisa-Canan dans la commune d'Agboignaison, département du Zou. Le détail avec Pierrette Adanyossi et Kadnel Kakbo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le lieutenant-colonel Povirin Georges, ici présent. Ce titre du commandant de l'École nationale des officiers témoigne des compétences techniques, humaines et du sens de leadership que le lieutenant-colonel Georges Povirin a su développer tout au long de son parcours à la suite d'une formation à l'école de guerre du Maroc. Un parcours parsemé d'engagements constants sur des théâtres de conflit, notamment à l'extérieur du pays.
Lieutenant-colonel Kovihin Georges, prenez votre commandement. L'École nationale des officiers, à mon commandement. Merci. Lieutenant-colonel Kovihin Georges, commandant l'École nationale des officiers. À vos ordres, mon général. L'autre temps fort qui marque cette cérémonie de prise de commandement est le sobre défilé militaire. Alors à présent, dans la commune au Milatou, la plus vaste du département du Zou, Djidja sera-t-elle d'ici 2028 l'une des communes inclusives, résilientes et économiquement compétitives? Eh bien, le conseil communal et les responsables des services déconcentrés de l'État en nourrissent l'ambition. Une séance de vulgarisation et d'appropriation du plan de développement communal 4e génération a d'ailleurs réuni à l'hôtel de ville de Djidja les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, sous le regard de nos reporters Pierrette Adan-Yossi et Kadnel Kagbo. La rencontre, placée sous le thème « Appel à contribution », vise à partager avec les participants les axes stratégiques du plan de développement communal 4e génération. Il a été question de leur présenter les projets prioritaires retenus afin d'échanger sur les possibilités d'accompagnement et de partenariat. Nous disposons d'atouts indéniables, un fort potentiel agricole, une jeunesse entreprenante, un territoire vaste et riche en ressources et surtout une administration locale déterminée à instaurer une gouvernance exemplaire. Ces atouts doivent désormais être valorisés à travers des partenariats dynamiques et des investissements structurants. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos partenaires techniques et financiers, entreprises, ONG et institutions de coopération à se joindre à nous pour concrétiser les ambitions de ce plan. Le PDC 4e génération constitue le cadre stratégique de mise en œuvre de cette vision au niveau local. Il définit les priorités de Djidja dans les 5 prochaines années. Donc en 2028, nous rêvons d'avoir de l'eau dans toutes nos écoles publiques au niveau de Djidja. La voûte Djidja Centre sera bitumée. Nos centres de santé totalement transformés, modernisés. Nos commissariats totalement équipés et reconstruits. Donc nous faisons déjà ce que nous pouvons faire. Maintenant, c'est d'appeler à contribution, d'appeler les entreprises qui font des affaires au niveau de Djidja à nous aider à réaliser les différents projets que nous avons. Avec un budget de près de 5,3 milliards de francs CFA, ce plan de développement communal 4e génération repose sur 4 grands programmes, tous alignés sur les priorités du développement durable au bénéfice des populations de Djidja. Et dans l'autre actualité, cette bonne nouvelle pour les femmes entrepreneurs agricoles. Ces braves actrices du développement seront bientôt outillées pour recevoir des techniques non seulement pour de meilleurs rendements, mais aussi et surtout pour accroître leur résilience face aux effets du climat. Ce programme conjointement conçu par le Bénin et la coopération canadienne va impacter, vous le verrez, 15 000 d'entre elles. Le comité de gestion du dit projet est déjà installé et prêt pour la mission. C'est ce que nous rapportent dans ce reportage Karamatou Agbataou et Élisée Degbeignon. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs agricoles à travers la création d'un cadre institutionnel adapté. ARCEP Ahinadje ambitionne de mieux les outiller face aux défis liés au changement climatique. Au Bénin, les femmes représentent une force économique incontestable. Elles sont au cœur des chaînes de valeur agricoles, elles innovent, elles entreprennent et elles portent, souvent seules, le poids de la résilience familiale. Pourtant, elles sont aussi parmi les personnes les plus exposées au choc climatique, aux contraintes d'accès au financement, aux limites technologiques et aux ruptures de marché. Le programme ARCEP Ahinadje prendra en compte plusieurs filières à fort potentiel économique, notamment le soja, l'ananas, le maraîchage et l'aviculture.
C'est avec beaucoup de fierté aussi qu'on poursuit les activités ici à travers du projet Ainagic qu'on va présenter, qui va appuyer la résilience climatique des femmes, des jeunes dans des chaînes de valeur agricoles. Ça veut dire des activités comme la production, la transformation, la commercialisation. Quand on parle de commercialisation, on peut penser à établir des ponts, notamment à l'étranger, à l'international. Au total, 15 000 femmes entrepreneurs agricoles seront impactées par ce programme sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, notre ambition va au-delà du renforcement du système. Il s'agit de s'assurer que ce système réponde pleinement aux besoins et réalités des entrepreneurs béninoises. Prochaine étape, la sélection des bénéficiaires prévue pour fin décembre. Et je l'annonçais tantôt en titre, le Bénin s'apprête à vivre 6 jours où le rire devient un langage universel. Dès demain, et ce jusqu'au 6 décembre prochain, Cotonou devient la capitale du rire avec le Cotonou Comedy Festival. À l'affiche, des humoristes venus du Bénin et d'ailleurs, mais surtout des spectacles qui promettent d'être inoubliables. Vous allez le voir, c'est l'événement qui s'annonce comme le lieu où la bonne humeur est rassemblée et où chaque éclat de rire s'apprête à devenir une célébration. Plus d'explications dans cet élément de Hilaire Kodio. L'humour est un art qui a une forte potentialité en matière de création de flux financiers, en matière d'interaction, et que de plus en plus le Bénin s'intéresse à cet art-là. Le gouvernement tient à sensibiliser davantage les populations béninoises à la consommation de la pratique artistique made in Bénin. Ce sont tous ces enjeux qui ont fait que le gouvernement, par le biais du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et son bras opérationnel, l'Agence de développement des arts et de la culture, a procédé à ce partenariat avec Joke Nation. Je vais vous présenter la programmation du festival qui aura lieu du 1er au 6 décembre. Donc on va commencer le lundi et le mardi, donc lundi 1er et mardi 2, avec une masterclass animée par Rukiata Wadreogo, qui est une artiste franco-burkinabé. Le mardi 2, avec une table ronde, les rencontres de l'humour africain, où on explorera le sentiment d'appartenance et d'identité africaine. La soirée d'ouverture qui aura lieu au Dôme du Sofitel Cotonou Marina, soirée présentée par Willy Dumbo avec en guest star Kev Adams, Wallace, Samia Orozman et Certes Mathurin. Nous aurons ensuite une soirée au Palais des Congrès le vendredi 5 décembre, co-présentée par Ulrich Takam et Chromosome. Notre dernière soirée sera le samedi 6 décembre au Palais des Congrès, salle rouge toujours, présentée par l'humoriste québécois Dolino avec un panel d'artistes internationaux tels que Kev Adams, Wallace, Samia Orozman, Pacheco. Et ces interrogations, en bref, qui aura cette année le Grand Prix du Mont-Oussou, le prix de la meilleure fiction ou même du meilleur documentaire béninois? On va le savoir le 6 décembre prochain à la grande cérémonie de distinction des Ciné 229 Awards. La 8e édition de cette reconnaissance des talents en herbe du 7e art béninois démarre aussi demain, lundi, au Palais des Congrès pour toute une semaine d'ateliers, de projections cinématographiques et de masterclass avec de grands noms du cinéma. De la musique à présent, de l'énergie, mais surtout un message fort. À Cotonou, un concert pas comme les autres a réuni des artistes, des diplomates et des défenseurs des droits des personnes handicapées. Une soirée organisée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne pour célébrer l'inclusion et surtout relancer une initiative née il y a une dizaine d'années. Ambiance et enjeux dans ce reportage de Ramatou Lawani et Alexandra Diotan. Ambiance électrique pour un concert hors du commun, un rendez-vous 100% inclusion, organisé au cœur même de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin. Ça a commencé depuis 2011 et nous sommes à la 6e édition. Pourquoi? Parce que la Covid-19 était passée par là. Dans le concert de l'intégration sociale des personnes handicapées, nous l'avons initié pour sensibiliser les diplomates vivant au Bénin, pour sensibiliser les PTF, sensibiliser la société civile. Ce concert signe le grand retour d'une initiative qui renaît après le Forum mondial sur le handicap tenu en Allemagne. Un sommet qui a accouché d'un accord historique, la déclaration d'Amon Berlin.
les personnes handicapées et leurs besoins ont longtemps été largement ignorés dans la coopération internationale au développement. Avec cette déclaration de Amman-Berlin, approuvée par 101 pays et organisations, dont le Bénin, nous, la communauté internationale, avons franchi une étape importante. Ma présence à cette cérémonie marque notre disponibilité à construire des partenariats stratégiques solides, à accroître la coopération internationale et à mobiliser davantage de ressources pour l'inclusion sociale durable. En la matière, le Bénin avance, inspire et s'impose comme un modèle. Accès à l'éducation, mobilité, formation, emploi, entrepreneuriat, tout un écosystème d'inclusion se construit et se célèbre ce soir. Les artistes enchaînent et font grimper le... Ils sont forts mentalement, ils ont dominé leur situation, ils ont transformé ce qui pouvait être des difficultés en opportunités. C'est important qu'ils se sentent valorisés. Rendez-vous est pris pour la 7e édition. Et parlons sport à présent avec le championnat féminin qui se réinvente sous une nouvelle formule et déjà une première affiche de grand niveau. Sam Nelly, la tenante du titre, affrontait Aïn Envie FC pour lancer cette saison annoncée comme la plus compétitive de ces dernières années. Dans le dossier sport du jour, Gloria Oni revient sur ce match âprement disputé. Voici l'ambiance qui a prévalu sur les pelouses. Le coup d'envoi de ce match donné par les champions en titre de Sam Nelly et ce tout premier ballon. Nouvelle saison, nouvelles ambitions, nouvelle formule. Le football féminin béninois poursuit sa mue. Le championnat adopte désormais un format plus concurrentiel, pensé pour offrir davantage d'intensité et mieux départager les prétendantes au titre. L'AFBF, à travers son président et tout le comité exécutif, a bien voulu donner un peu plus de matchs avant de déterminer l'équipe championne. D'où le retour des playoffs. Dans cette saison, nous aurons les 2 premières équipes de la poule A et les 2 premières équipes de la poule B qui vont jouer les playoffs à 4. Rappelons que Sam Nelly est l'équipe championne en titre. Aïn Envie était le 2e dans la même poule l'année dernière, mais championne de l'année passée. Donc, nous nous attendons quand même à une rencontre qui sera âprement disputée entre les 2 équipes qui se connaissent très bien. Dans ce choc opposant les 2 clubs qui se partagent les trophées depuis 3 saisons, c'est Aïn Envie FC qui frappe le premier grâce à un pénalty parfaitement exécuté à la 32e minute. Pour ce pénalty, elle prend son élan, elle frappe et voilà, c'est placé. Petit filet opposé, ça fait 1-0 pour l'équipe de Aïn Envie. Sam Nelly, à l'entame du match, a eu des occasions qu'elles n'ont pas pu concrétiser. Et c'est une équipe qui est en place et c'est une équipe qui est tenante du titre. Oui. Donc, elles, sur le terrain, elles se disposent bien. Elles ont des occasions qu'elles n'ont pas pu concrétiser, c'est vrai. Et concéder à la 32e minute un pénalty. Actuellement, ils sont menés. Et je pense que Sam Nelly n'a pas encore dit son dernier mot. Ils ont encore 45 minutes pour revenir au score. Ça montre l'évolution de ce football féminin. Avec Prince Abbé qui va essayer de défier Oukandou qui prend le dessus. Et regardez l'intervention autoritaire de Oukandou Elisabeth qui s'est couchée malgré son poids. Regardez. J'ai constaté que nous n'avons pas suivi les conseils du coach. Je suis très fière de mes coéquipiers. Et avec les conseils de coach, on a suivi les conseils de coach et ça a marché. Ce duel au sommet du groupe A entre Sam Nelly et Aïn Envie FC, achevé sous une pluie battante, donne le ton d'un championnat au niveau clairement relevé où chaque équipe peut créer la surprise.
Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières. C'est allé vite, très vite même. En Guinée-Bissau, la junte au pouvoir a dévoilé hier un nouveau gouvernement. Pendant ce temps, on se dirige vers un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Alors qu'en France, l'Élysée annonce une rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Ce sont là les informations à retrouver dans la page inter de ce dimanche, une compilation de Herman Rodrigue-Amégan. La junte au pouvoir en Guinée-Bissau a formé hier samedi un nouveau gouvernement composé de 28 membres, en majorité des civils. Il compte également 5 officiers, 4 femmes intègrent aussi ce gouvernement. Le général à la tête de la junte Hortan Tam, désormais président d'une transition censée durer 1 an, a exhorté le nouveau gouvernement à lutter contre la corruption et le trafic de drogue. Pendant ce temps, des voix continuent de s'élever pour dénoncer un coup de force théâtralisé. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, membre de la commission d'observation électorale en Guinée-Bissau, qualifie les événements de coup d'état de façade après un entretien qu'il a eu avec le président nigérien Bola Tinubu à la villa présidentielle. Félix Tshisekedi va se rendre le 4 décembre prochain aux États-Unis pour la signature d'un accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame. Le document doit permettre le retour à la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, les autorités congolaises conditionnaient la conclusion de tout accord au retrait des troupes rwandaises déployées sur leur territoire, entre 3 000 et 4 000 selon les experts de l'ONU. Les États-Unis ont mené depuis des mois des efforts diplomatiques qui visent un accord entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron va recevoir Volodymyr Zelensky demain lundi 1er décembre à Paris pour discuter de la résolution de la guerre en Ukraine. Le communiqué émane de l'Élysée qui précise par ailleurs que les deux dirigeants vont échanger sur la situation et sur les conditions d'une paix durable. Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une nouvelle attaque de drones russes quelques heures après que le président ukrainien a limogé son chef de cabinet, Andriy Yermak, à la suite d'une enquête anticorruption. Voilà qui met un terme à ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Retrouvez juste à la suite de ce journal votre film africain Le Mariage, suivi à 22h30 du tout nouveau magazine Foi chrétienne en nouvelle diffusion. Et à 23h30, c'est la dernière édition du journal. Merci de nous avoir suivis et toutes nos excuses encore pour les quelques soucis techniques enregistrés. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes sur PNTV. Bonsoir chez vous.